Bonsoir Elie Korchia. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocat, je le rappelle, des parties civiles dans l'attentat de l'Hypercacher. Et demain, ça fera 10 ans, jour pour jour, que cet attentat a eu lieu. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de cette commémoration ? 10 ans, c'est toujours une date importante, une date très symbolique. Surtout quand on voit l'évolution de notre pays depuis 2015. J'ai pu accompagner effectivement des parties civiles et deux parties civiles assez importantes dans cette affaire, Zari Siboni et Andrea Chama, qui étaient, comme vous le savez, les deux jeunes femmes âgées de 20 et 22 ans, qui étaient les deux caissières à l'époque de ce magasin et qui ont vécu 4 heures et 4 minutes d'enfer dans ce magasin de l'Hypercacher il y a tout juste 10 ans. Et effectivement, je les ai accompagnés, je les ai assistés dans ce processus judiciaire qui a connu donc 2 procès avec la condamnation des personnes qui ont été condamnées à la fois pour association de malfaiteurs terroristes, mais aussi pour complicité d'assassinat. Est-ce que vous avez vu en début de semaine les tags antisémites à quelques encablures de l'Hypercacher, à Vincennes notamment ? Bien sûr. 10 ans après, alors on ne sait pas qui encore se cache derrière ces tags antisémites. On sait que des pays peuvent aussi déstabiliser la France. Mais évidemment, choisir l'Hypercacher 10 ans après pour mettre des étoiles de David et donc marquer comme évidemment pendant la pire période qu'on a connue récemment, la Seconde Guerre mondiale, comment vous réagissez à cette explosion de l'antisémitisme qui est encore dans nos rues alors qu'on commémore ces 10 années ? On a effectivement un climat antisémite nauséabond depuis quelques années et qui s'est malheureusement accentué depuis le 7 octobre 2023. On a vu ces tags antisémites à Vincennes, on les a vus à Saint-Mandé. Il faut aussi rappeler qu'on les a retrouvés à Rouen, sur la synagogue de Rouen. Mon amie, la présidente de la communauté juive de Rouen, Natacha Benaïm, m'avait appelé le matin même lorsqu'elle les a découverts avec stupéfaction. Synagogue qui a été attaquée, ne l'oublions pas, au mois de mai dernier, avec un assaillant qui est venu jeter un cocktail Molotov dans la synagogue et qui s'est jeté devant les forces de l'ordre avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. C'est dire que dans notre pays, encore aujourd'hui, on parlait de l'Hypercacher, on est 10 ans plus tard, on a encore des attentats qui ont lieu dans notre pays, qui heureusement n'ont pas fait de mort en 2024, mais rappelons cet attentat contre la synagogue de Rouen et en août, un autre attentat qui avait visé la synagogue de la Grande Motte, cette fois-ci encore, heureusement sans victime, mais avec cette fois-ci un assaillant qui a été arrêté par les forces de police à Nîmes quelques heures plus tard et qui passera évidemment en justice le moment venu. Alors Rachel Kahn, vous vouliez revenir ce soir dans votre édito sur cette commémoration qui aura lieu demain, sur les 10 ans qui viennent de s'écouler après l'attentat contre l'Hypercacher. Oui, absolument, sur les 10 ans, et puis en refaisant un petit peu en me remémorant tous les moments de cette période, repenser aussi à Marceline Loridan, rescapée des camps de concentration, amie de Simone Veil, repenser en fait à ces déportés qui partent, qui n'ont plus la possibilité de témoigner à ce qu'elle disait. Moi, je me souviens que mon grand-père, mais beaucoup de nos grands-pères, nos grands-parents qui ont été déportés nous disaient ils reviendront. Effectivement, avec l'Hypercacher, ils sont revenus parce que aller faire ses courses le matin et ne plus revenir à la maison le soir, c'est quand même une histoire effectivement de la Seconde Guerre mondiale, mais simplement parce que elle disait, Marceline, que s'il y avait eu que des Juifs qui avaient été tués dans ces attentats, la France ne serait pas descendue dans la rue. Et effectivement, lorsqu'on pense à Ilan Halimi, lorsqu'on pense aux Zaratora, l'école de Toulouse, lorsqu'on pense, mais rien que depuis le 7 octobre, au viol de cet enfant à Courbevoie, on n'a pas eu la France entière dans la rue. LFI se mobilise pour célébrer la mort d'un homme, quoi qu'on en pense, mais on n'a pas eu cette liesse pour se dire unis en fraternité. Ça interroge beaucoup parce que on se dit on aimerait que nos aînés déportés soient là pour témoigner, et d'un autre côté, on se dit heureusement qu'ils ne sont plus là pour voir ce qui se passe, le révisionnisme, le négationnisme, la calomnie, les intimidations, de ne pas savoir finalement si votre voisin, je ne sais pas s'il est inféodé à LFI, lui faire confiance ou pas. Et ça me rappelait les propos de Primo Levi dans Si c'est un homme, où il disait « Pensez-y à ce qui s'est passé et n'oubliez pas que cela fut, répétez-le à vos enfants,
répétez-le à vos enfants. Et aujourd'hui, l'enjeu des générations futures, l'enjeu de nos enfants, ce qui se passe dans les universités, c'est obligatoirement avec de la transmission, mais avec une force que l'on doit redoubler pour en faire des citoyens éclairés par rapport à ce qui s'est passé, parce que nos aînés ne sont plus là pour témoigner. Je rappelle qu'il y a eu 4 morts dans la prise d'otage de l'Hypercacher, dans l'attentat contre l'Hypercacher, 3 clients et un employé. Et vous parliez de la France insoumise, Rachel. Vous sous-entendiez aussi, Elie Korchia, dans votre propos, une responsabilité politique dans l'explosion de l'antisémitisme aujourd'hui. Je propose d'écouter Mathilde Panot. Je veux dire que maintenant, ça suffit, ces insinuations qui sont faites contre nous. Donc non, nous ne sommes pas antisémites. Et ceux qui... Vous parliez de Charlie. Vous diriez, Mathilde Panot, je suis juif, comme on dit je suis Charlie aujourd'hui? Je suis juive, je ne comprends pas votre question. En slogan revendicatif, on dit je suis Charlie, on sait très bien ce que ça veut dire. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des actes antisémites, nous nous sommes tenus aux côtés de celles et ceux qui ont été pris à partie du fait de leur religion. Donc oui, à chaque fois que quelqu'un sera pris à partie pour sa religion, qu'il soit de confession juive, de confession musulmane, de confession catholique, nous serons à leur côté parce que nous ne supportons pas les discriminations. Nous serons à leur côté. Voilà ce que ose dire Mathilde Panot, Elie Korchia. Écoutez, moi je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur LFI. Rachel Kahn parlait il y a quelques minutes de négationnisme par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Alors comparaison n'est pas raison, mais disons les choses très clairement ici. Après le 7 octobre 2023, après le pire pogrom qui a eu lieu au XXIe siècle, et avec des juifs qui ont été massacrés, décimés, d'ailleurs dans des kibboutz qui étaient de gauche et qui étaient parmi les plus avant-gardistes sur le processus de paix, qui ont été massacrés. Qui a fait du révisionnisme dans notre pays? Qui a fait du négationnisme immédiatement après? On n'a pas attendu des décennies là, dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi. Ce sont des députés et des députés d'un seul parti. Alors moi je ne mets pas tous les députés dans le même sac, mais en tout cas on remarque que seulement des députés de LFI, David Guiraud et d'autres amis de Mathilde Panot, ce sont eux qui se sont vraiment délégitimés politiquement en tombant dans ce négationnisme contre ceux qui avaient évidemment subi les pogroms terroristes en Israël du 7 octobre 2023. Ouais, j'ai été marqué par un très très long papier, une très longue enquête dans la Tribune juive de Claude Goldenfeld. Je vous le recommande parce qu'il a, sur 5 ans, il a repris tous les tweets des gens de LFI qui portaient ou à confusion, ou qui étaient négationnistes, ou qui étaient à connotation antisémite. Et quand vous lisez l'intégralité des tweets et du travail de documentaliste qu'a fait ce monsieur ou cette dame, Claude, je ne sais pas, c'est frappant. Donc quand on entend Mathilde Panot, si vous voulez, pardonnez-moi, mais ou bien on prend sa respiration et on se dit surtout, je ne vais pas me fâcher, ça lui ferait trop plaisir. Mais sinon, c'est d'une mauvaise foi. Ça rend dingue. Mais voilà. Ça rend dingue. Mais regardez ce grand papier construit dans la Tribune juive de Claude Goldenfeld. Si je peux me permettre de rajouter juste une chose à ce que Rachel a pu dire, insistant notamment sur la nécessité de la transmission. La difficulté aujourd'hui, et dès avant le 7 octobre, c'est que cette transmission à l'école, en tout cas dans un certain nombre de collèges, lorsqu'on aborde la question de la Shoah, elle est impossible. Un certain nombre de professeurs aujourd'hui renoncent à l'enseignement de la Shoah parce que ce serait mettre en péril leur vie ou en tout cas recevoir des menaces qui les dissuadent. Je veux qu'on ait une pensée aussi pour Clarissa Jean-Philippe, qui a été assassinée il y a 10 ans par un islamiste. Oui. Et il y avait un hommage à Montrouge aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter le maire de Montrouge. Le souvenir d'une jeune femme qui était engagée pour la République et pour la sécurité des Montrougiennes, mais au-delà de Montrouge, elle est devenue un symbole pour la France et les Français, parce qu'elle incarne justement cette volonté d'assurer la sécurité de tous et puis de lutter contre la barbarie et de ne jamais céder à la peur. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, le message aujourd'hui. Vous étiez à cet hommage, Elie Korchia, ce matin? Tout à fait. J'étais à cet hommage où s'est rendu le président de la République d'ailleurs ce matin à Montrouge, et je suis ensuite resté avec le préfet des Hauts-de-Seine et le maire de Montrouge à la cérémonie très émouvante au commissariat de Montrouge, qui désormais portera le nom de Clarissa Jean-Philippe, ce qui est un hommage tout à fait mérité. Et je fais un petit lien à ce sujet. Il ne faut pas oublier, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'à 8h du matin, ce matin-là,
cette policière qui s'est retrouvée sur place par rapport à un accident de la circulation fortuit et qui a été visée, qui a été tuée par l'assassin, par le terroriste. Il ne faut pas oublier qu'on était à quelques dizaines de mètres, on est à 250 mètres d'une école juive et que ça ne peut que nous faire penser à ce qui s'était passé 3 ans plus tôt avec l'attentat de l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Même s'il n'y a pas eu d'éléments matériels dans la procédure qui a pu déterminer que c'était une cible, cette école, nous savons bien, et ça a d'ailleurs été très bien retranscrit dans le procès et notamment dans la feuille de motivation aux assises, on se doute bien qu'il y avait une motivation et que la cible pouvait être cette école, même s'il y a eu un changement de cible. Donc, comme on avait eu des forces de l'ordre, en l'occurrence des soldats tués en mars 2012, avant un attentat antisémite à l'école Ozar Hatorah, cette fois-ci, c'est une policière qui est tombée la veille de l'attentat par le même terroriste à l'Hypercacher. Je veux qu'on fasse l'édito de Raphaël Steinville. C'est sympa. Mais je vous en prie. Je vous demande d'être un peu plus succinct que ce que vous nous avez envoyé, qui fait 12 pages. Et donc, on sera encore là demain. Je dis qu'il nous reste 9 minutes. C'est bien qu'on fasse votre édito. On dise peut-être un mot du budget avec Éric Revel. Des retraites? Ah, du budget. Budget, bah, c'est lié. Si vous voulez. C'est lié. Il y aura concession sur les retraites pour qu'il y ait le budget et qu'il n'y ait pas de censure. C'est un peu technique. C'est un peu technique. Moi, je ne savais pas qu'il fallait vous envoyer les éditos. Ah, ben vous pourriez le faire, oui, effectivement. Mais vous l'avez fait le premier jour, Rachel. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez oublié après, mais bon, après, je suis capable d'improviser. Donc, vous voyez, je suis accommodant avec vous, Rachel. Je vous cède tout. C'est un commandement raisonnable. Raphaël, parce qu'on va parler de quelque chose de très intéressant. Demain, Elon Musk organise sur X une conversation avec la patronne de l'AfD. L'AfD, c'est ce parti en Allemagne avec lequel Marine Le Pen a rompu parce qu'elle le trouvait trop radical. Oui, anti-immigration, extrêmement radical. Oui, et c'est Emmanuel Macron, d'une certaine manière, qui a donné encore davantage de publicité à ce futur débat en expliquant que le milliardaire américain était désormais à la tête d'une internationale réactionnaire. Alors, c'est d'autant plus simple pour le président que de confesser, de faire ce constat, qu'Elon Musk ne le cache pas. Hein. Il ne cache pas de vouloir peser sur l'élection allemande. Dans une tribune publiée il y a quelques jours dans le quotidien Die Welt, le patron de X avance que l'AfD est la dernière lueur d'espoir pour ce pays qui se trouve au bord de l'effondrement économique et culturel. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc, Alice Weidel n'est pas la seule à recevoir le soutien d'Elon Musk. Nigel Farage en Grande-Bretagne, Pierre Poilievre au Canada, Giorgia Meloni en Italie, tous bénéficient du soutien plus ou moins explicite ou plus ou moins brouillant, d'ailleurs faudrait-il dire, d'Elon Musk. Leur point commun, ils sont conservateurs, lutte contre le wokisme et l'immigration de masse. Alors, de quoi agiter les partis de gouvernement, hein, justement, qui, à l'image du chancelier Olaf Scholz, voient dans l'activisme d'Elon Musk une ingérence étrangère. Alors, en laissant planer l'hypothèse pour certains, même l'hypothèse d'une annulation du scrutin allemand, si d'aventure les résultats faisaient craindre une victoire de Alice Weidel. C'est d'autant plus vrai qu'il y a encore quelques semaines, en Roumanie, les partis au pouvoir européistes avaient justement, sur des soupçons d'ingérence, obtenu l'annulation du scrutin parce que le candidat populiste était arrivé en tête de la présidentielle. Alors, là où ça ne manque pas de piquant, c'est que lorsque Elon Musk joue aux cartes sur table, agit à visage découvert, ces détracteurs parlent d'ingérence, mais est-ce qu'ils s'indignent lorsque des ONG, lorsque l'Open Society du milliardaire George Soros, qui finance depuis des années des journaux, des campagnes pour que l'international progressiste ou l'international immigrationniste continue, est-ce qu'ils s'indignent de cet activiste? Pas du tout. Pire, on pourrait aller plus loin. L'Open Society, elle a des juges en Europe à sa main. C'est documenté. On les appelle même les juges Soros. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a vraiment un combat entre deux internationales, avec d'une part une internationale réactionnaire, qui assume, qui travaille en plein jour, et puis une autre internationale qui travaille dans l'ombre sans que personne ne s'émeuve absolument de ses agissements. Une petite réaction d'Éric Tegner et puis l'édito d'Éric Revel. Il faut savoir que George Soros a financé près de 100 000 euros, par exemple, aux médias d'extrême gauche Street Press, dont l'objectif quotidien est de faire des articles sur les collaborateurs du Rassemblement national. Et ce type de choses, justement, ça ne choque personne, alors que depuis le début, effectivement, Soros envoie énormément d'argent.
Il y a Éric Revel qui vient de sortir. En fait, Éric Revel vient de sortir de sa poche son édito. L'ingérence en politique en montant un peu plus loin encore, quand De Gaulle va et dit vive le Québec libre, si vous voulez. Vous savez que quand vous reprenez la parole, là, vous perdez du temps sur votre propre édito. Donc après, il ne faudra pas se plaindre si je vous coupe la chic. Je voulais vous parler des retraites et peut-être. Laissez-moi vous lancer d'abord, faire une petite introduction. Donc l'édito d'Éric Revel, sans jingle, mais je peux faire un clap. Il y a une question qui est en train d'être posée, c'est François Bayrou va-t-il dealer avec les socialistes, mais aussi avec les communistes? Les communistes étaient reçus aujourd'hui à Bercy et les socialistes ce soir. Et il y a un deal qui est en train de voir le jour sur les retraites. Vous avez entendu Fabien Roussel tout à l'heure lors du point d'info, et je pense que François Bayrou est en train de trouver la pierre philosophale politique pour transformer le plomb de la censure en or de sa survie politique, voire de celle de son gouvernement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur le dossier des retraites qui est emblématique, on se souvient des manifestations dans les rues de France, en fait, cette réforme des retraites est très mal née. Et on voit que Bayrou est en train de manœuvrer pour essayer de trouver une solution à cette réforme des retraites, évidemment sans fâcher le président de la République, qui a sans doute là le seul résultat un peu tangible de cette année de mandat, tout en essayant de trouver une solution. Et quand vous voyez ce qui s'est passé au sein du NFP, c'est très intéressant. Et les filles, Mélenchon, tout le programme, rien que le programme. Donc lui, il voulait l'abrogation de la réforme des retraites. Les socialistes, pas du tout. Ils veulent la suspension. C'est très différent. Ils veulent la suspension avec une grande conférence par la suite pour discuter de tout ça. Et les points qui sont discutés actuellement, et finalement la ministre du Travail, Astrid Padossian, a commencé à dévoiler la mécanique, c'est les carrières des femmes, les carrières longues et les carrières des seniors, puisque comme vous le savez, en France, on est quasiment les derniers. On vire ces seniors à 50, 55 ans de l'entreprise, alors que dans les pays nordiques, on les vire plutôt à 67, 68 ans. Donc il y a un deal qui est en train d'être programmé. Peut-être que François Bayrou, le Béarnais, va sauver son gouvernement. Il ne sera pas censuré. Et le petit indice, on peut regretter que François Hollande, souvent, soit à côté de la plaque. Vous savez, quand il avait dit... ça coûte pas cher, c'est l'argent de l'État. Mais en tout cas, il a du nez politique, l'ancien président. Il a du nez politique. Et le premier à être monté au créneau a dit deux choses, que Macron ne devrait pas démissionner et que Bayrou serait peut-être là jusqu'en 2027. Merci Éric Revel. Bonsoir Olivier Benkemoun. Bonsoir Gauthier, messieurs. Vous venez nous teaser le meilleur de l'info qui est de retour de 23h30 à minuit et demi et vous venez participer à la fin de l'émission. Et la fin de 100% politique depuis lundi. Alors on a fait une petite parenthèse hier avec l'édition spéciale sur la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est de terminer par un top et un flop pour vous faire réagir. Alors le top du jour, c'est Bruno Retailleau, je crois de mémoire, parce que le ministre de l'Intérieur a été très ferme. Voilà. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses. Il fait évidemment référence à ce qui s'est passé hier place de la République avec ces militants d'extrême gauche. Comment vous avez jugé ces scènes, Élie Korchia, et comment vous réagissez au décès de Jean-Marie Le Pen? On sait les propos antisémites qu'il a tenus. Écoutez, moi je fais partie d'une génération qui s'est construite intellectuellement contre le Front National et par rapport aux propos qui étaient tenus à l'époque par Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à de nombreuses reprises. 30 fois. Donc ce n'est pas pour cela que j'ai trouvé à l'honneur de notre pays, effectivement, ce qui s'est passé hier, place de la République. On doit combattre les adversaires politiques sur le terrain des idées politiques, mais lorsque, à 96 ans, un responsable politique décède, quoi qu'on ait dit et quoi qu'il faille encore dire, et d'ailleurs, je trouve que la hauteur a été prise par le communiqué de l'Élysée qui disait que c'est à présent l'histoire qui jugera l'action de Jean-Marie Le Pen, et notamment les propos antisémites pour lesquels il a été à juste titre condamné à de nombreuses reprises. Je crois qu'effectivement, il faut savoir aussi prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et quand on voit des déferlements comme ça hier dans les rues de Paris, je ne crois pas que c'était à la hauteur de la situation. Et je pense que Bruno Retailleau a eu des propos tout à fait justes, comme d'ailleurs une grande partie de la classe politique à ce sujet. Et alors le flop du jour, c'est vraiment hallucinant, c'est la tartufferie du jour. C'est la France insoumise qui, depuis le décès de Jean-Marie Le Pen, nous fait croire qu'elle se soucie de la communauté juive, Olivier Benkemoun. Oui, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de poursuites contre LFI. En ce moment, qui effectivement a eu un certain nombre de communiqués pour absolument
hallucinant sur à chaque fois qu'il y avait des actes antisémites, absolument, pour soutenir le Hamas. C'est eux qui ont lancé le génocide. Rima Hassan est sous le coup quand même alors on aimerait que ce soit des poursuites pour le moment. Il y a une enquête qui est ouverte pour crime de guerre. Apologie. Bon, donc pour l'instant, ce changement de discours qui est arrivé hier soir est proprement hallucinant. Hallucinant, Annie Korcha. Il faut voir le dessin de Plantu, je crois qu'on l'a tous vu ici, le dessin de Plantu qui est excellent comme souvent, qui montre le décès de Jean-Marie Le Pen à l'aune de ce qu'on vit en 2025, avec une figure de Jean-Marie Le Pen d'un côté et une figure de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Et on voit bien ce passage de témoin presque, d'une génération à l'autre, entre celui qui était le porte-parole presque de cet antisémitisme rance de l'extrême droite pendant de nombreuses années, et ce nouvel antisémitisme qui se nourrit de l'antisionisme, qui est porté aujourd'hui malheureusement par un autre extrémiste, cette fois-ci d'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, quel est le programme, Olivier Benkemoun ? On parlera beaucoup de ce qui s'est passé, de ces scènes évidemment, mais on réécoutera Arnaud Klarsfeld, notamment parmi les séquences du jour. Arnaud Klarsfeld, il a une parole très libre et très cash, en quelque sorte, sur ce que était le FN, qu'il a détesté, qu'il a combattu, et ce qui est aujourd'hui le RN, qu'il estime être un soutien aux Juifs de France, et c'est très intéressant. Vous l'aurez compris, nous allons nous coucher, c'est-à-dire Raphaël Steinville, Rachel Kahn, Éric Revel, Éric Tegner, Annie Korcha, moi-même. Olivier Benkemoun, lui non, ne va pas se coucher, et vous non plus, parce que vous restez pour l'écouter. Et moi je vous dis à demain, très belle soirée sur CNews, avec donc l'ami Benkemoun.